Aujourd'hui, on va continuer comme on a fait dans les séances précédentes. Je vais prendre une séquence après l'autre. Donc aujourd'hui, normalement, notre programme, ça devrait être d'abord le modèle de la formule de Zartman et Berman, pour lequel je vous ai distribué les slides. Ensuite, la négociation raisonnée de Fischer et Ury. Et après, on verra, en fonction du temps et de l'énergie disponible, jusqu'où on peut aller dans la réflexion sur la recherche en matière de négociation et les problèmes spécifiques que la négociation pose aux chercheurs. Ok, donc ce qui va nous occuper là, c'est le modèle de la formule de Zartman et Berman. Il est exposé dans un livre excellent qui s'appelle The Practical Negotiator, qui a été publié en 1982 par donc William Zartman, qui est un spécialiste des relations internationales, et une anthropologue. Avec cet ouvrage, on entre dans une dimension tout à fait différente de ce qu'on a vu dans les séances précédentes, c'est-à-dire des approches de la négociation fondées sur la théorie des jeux. Ici, on va rentrer dans des analyses de la négociation complètement qualitatives, mais qui du coup s'attaquent aussi à des négociations extrêmement complexes, notamment des questions de guerre et de paix, la résolution de conflits entre pays, etc. Dans le champ de l'environnement, il y a aussi une sorte de champ d'études spécialisé, je le mentionne en passant, de ces conflits hyper complexes. Ça s'appelle les intractable conflicts, les conflits impossibles à résoudre. Si on avait pris Notre-Dame-des-Landes l'année dernière, on aurait été dans le cas de figure intractable conflict. Donc la question qui se pose, c'est comme avec Zartman et Berman, c'est comment rendre négociables des situations à la fois hyper complexes et très très conflictuelles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les travaux sur la négociation, ils sont liés au contexte de leur époque, et que les livres qui sortent en début des années 80 sont des livres qui reposent forcément sur des travaux de recherche des années 70. Et donc, des travaux de recherche qui ont été conduits dans un cadre où ce qui dominait, c'était la guerre froide, et le risque de la catastrophe nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis, pire encore, du point de vue du public américain, la guerre du Vietnam et toute une série de conflits qui étaient des conséquences en fait de la guerre froide. Au début des années 70, Alvin Eurich, qui était un spécialiste américain des sciences de l'éducation, discute avec un prof de médecine. Et ils discutent de tous ces conflits, ces guerres, etc. Et le prof de médecine leur dit, c'est quand même insensé. Ça fait 20 ans que vous faites des recherches sur la négociation avec la théorie des jeux ou d'autres méthodes. Et ces recherches devraient aider à établir la paix. Moi, quand je fais des recherches en biologie dans mon labo de médecine, au fur et à mesure qu'on fait des découvertes scientifiques, ces découvertes scientifiques conduisent à des solutions thérapeutiques qu'on met en œuvre. Mais vous accumulez des publications sur la négociation et on ne voit rien venir du côté de la paix. Et du coup, il se pose la question, comment synthétiser les résultats de recherche sur la négociation et les rendre disponibles pour éclairer l'action. Alors, on ne va pas rentrer beaucoup pour l'instant là-dedans. Dans l'aspect relation entre recherche et pratique, je le ferai tout à l'heure ou la prochaine fois, à la prochaine séance. En revanche, ce qu'on fait sur cette base de cette discussion, ils ont lancé un projet de recherche pour essayer à la fois de synthétiser différentes approches de recherche et de les mettre en rapport avec les praticiens de la négociation. Et du coup, ils ont lancé à la fois des études de cas historiques. Donc il y a des chercheurs qui étudient des négociations du passé très complexes pour essayer de voir comment les comprendre. Des situations expérimentales psychosociologiques. Là-dessus, ils avaient déjà une grosse littérature en psychosociologie.
Et puis une des innovations, ça a été le débriefing de diplomates expérimentés. Autrement dit, ils sont allés voir des gens qui avaient derrière eux 20 ans, 30 ans ou 40 ans d'expérience de diplomate, et ils leur ont posé la question, qu'est-ce que vous savez maintenant sur la négociation que vous auriez aimé savoir au début de votre carrière? L'idée étant bien sûr de voir si ces praticiens avaient appris quelque chose dans leur grande expérience de la négociation pour pouvoir l'expliciter et en faire profiter les autres. Et dernier type de méthode qui a été utilisé dans ce projet, ça a été des mises en situation de simulation combinées avec des interviews. Dit autrement, ces diplomates, d'un côté, on les interviewait sur des négociations réelles qu'ils avaient vécues, et d'autre part, on les mettait dans des situations fictives pour voir si on pouvait reconstituer les situations abstraites de la théorie et voir comment ils les interprétaient. Alors, le point saillant du livre et la découverte la plus intéressante de ce projet, c'est ce que Zartman et Berman appellent le modèle de la formule. À partir de tous ces éléments de recherche historique ou de l'expérience des négociateurs, ils ont mis en évidence le fait que dans des situations extrêmement conflictuelles au départ, le fait de les rendre négociables puis de les résoudre par la négociation passait par 3 étapes. La première étape, c'est une étape dans laquelle il n'y a pas encore de négociation, c'est une sorte de préalable, de période de préparation, dans lequel les protagonistes font un diagnostic de la situation, chacun de son côté, et essayent de s'acheminer vers un règlement par la négociation. Encore une fois, à ce stade-là, il n'y a pas ou peu de négociations. Les belligérants sont encore en conflit majeur. Une fois que la négociation est lancée, c'est-à-dire une fois qu'ils sont autour d'une table en train de discuter, la deuxième phase est celle qu'ils appellent la phase de la formule. Et là, l'enjeu, c'est de recadrer le problème pour le reposer dans des termes qui ouvrent un espace de négociation. Troisième phase, une fois qu'on a recadré le problème d'une manière qui est acceptée par les deux parties prenantes, eh bien là, on va repasser au marchandage, à la résolution par les détails et à la résolution du problème par la négociation. Donc je vais rentrer dans le détail de chacune des phases et on va discuter chaque phase l'une après l'autre. Alors, première phase, c'est l'acheminement vers un règlement négocié. Alors pour que ça se passe, il faut d'abord qu'une condition nécessaire soit remplie, à savoir l'impasse. Pourquoi ? Imaginez des gens qui sont dans un conflit grave entre eux et conflit qui n'est pas dans l'impasse. Pourquoi il est peu probable que la négociation s'établisse entre eux? Je parle de conflits très graves, je ne parle pas de conflits modérés. Tout simplement parce que la négociation, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il renonce à l'action unilatérale. Or, quand vous êtes dans une relation et dans une attitude extrêmement conflictuelle par rapport à quelqu'un d'autre, tant que des voies d'action unilatérales s'offrent à vous, elles ont de grandes chances de vous paraître beaucoup plus favorables que la voie de la négociation, parce que rien que le fait de négocier est déjà une manière de perdre ou une concession énorme que vous faites à votre ennemi, puisqu'à ce stade-là, on peut parler d'un ennemi. Donc, première étape, il faut que ce soit l'impasse, c'est-à-dire que les belligérants, petit à petit, s'aperçoivent qu'ils ne vont pas arriver à s'en sortir, ni l'un ni l'autre, de manière unilatérale. Et sur cette base-là, eh bien, il va falloir que chacun prenne la décision, chacun de son côté, de chercher une résolution par la négociation. Une fois que une des parties prenantes, ou les deux, de manière assez discrète en général, se sont dit, bon là, je n'arrive plus à avancer, donc je suis prêt à chercher une solution négociée, eh bien il va falloir chercher des occasions pour communiquer. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile. On a vu la dernière fois avec Schelling à quel point, quand il y a des enjeux distributifs majeurs,
c'est très très difficile d'entrer en discussion directe avec l'autre partie prenante. Et donc, vous allez chercher des occasions pour communiquer qui ne vous engagent pas, ou bien qui puissent être ambigus. Et donc, vous allez, par exemple, imaginer des gens qui sont dans un conflit interpersonnel très grave, qui au bout de 2, 3, 4 ans aimeraient recoller les morceaux, ils ne vont pas décrocher leur téléphone pour s'appeler. Ils vont chercher des moyens indirects et moins risqués de communiquer. Par exemple, ils vont parler à un ami commun. Ou bien, ils vont aller, l'air de rien, à une festivité sociale dans laquelle ils ont des chances de se retrouver dans un cadre où ce sera très difficile pour l'un ou l'autre de passer à un comportement agressif sans être socialement sanctionné. Ou bien ils vont créer un événement fortuit, ou bien ils vont même s'en remettre au hasard, et simplement, s'ils sont prêts, s'ils ont déjà décidé chacun d'essayer de recoller les morceaux, un jour ils peuvent se rencontrer sur le trottoir. Mais en tout cas, donc, la recherche des occasions de communiquer est un enjeu à ce stade-là. Et puis, l'enjeu de cette phase, c'est la reconnaissance de la possibilité d'une solution. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un début de communication, ce que vous essayez de communiquer, c'est que maintenant, vous êtes prêt peut-être, éventuellement, souvent, à chercher une solution négociée. Ça, c'est l'enjeu clé de cette phase. Alors, pour ça, il va falloir un certain nombre C'est un travail qui est compliqué. D'abord, c'est un travail sur soi, c'est-à-dire que pour passer de l'affrontement à la négociation, il faut se préparer à des renoncements. Donc, il y a un travail avec soi. Là-dessus, je voudrais mentionner un livre qui est sorti en 2015. En 2015, je suis allé aux États-Unis, à la librairie de Stanford. Je tombe sur un livre de William Ury, le Ury de Fisher et Ury, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et dans ce livre, Ury explique, voilà, en 1982, on a écrit un livre, Getting to Yes, qui est devenu un best-seller mondial de la négociation. Et depuis, j'ai fait toute ma carrière à guider des gens pour mieux négocier. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma carrière? C'est que la négociation la plus importante, c'était la négociation qu'on mène avec soi-même. Parce que pour rendre une situation négociable, il faut négocier avec soi-même. Et donc, ce livre qui s'appelle, et donc il a écrit ce livre qui s'appelle Getting to Yes with Yourself, qui est une allusion à l'ancien livre Getting to Yes, mais qui a le sous-titre With Yourself and Other Worthy Opponents. Autrement dit, vous avez en votre sein à vous des interlocuteurs différents avec lesquels c'est difficile de négocier, mais avec lesquels il va falloir négocier pour être prêt à faire certains renoncements, être prêt à imaginer d'autres évolutions de la situation. Donc, en apparence, pas grand-chose ne bouge pendant cette phase, mais il y a un travail intérieur qui peut être très important. Autre aspect de cette phase, il va falloir négocier les conditions mêmes de la négociation. Puisque pour l'instant vous n'avez aucune communication avec l'autre, mais il va falloir négocier sur où est-ce qu'on négocie, comment on négocie, qui va être présent autour de la table, etc. Il y a eu sur la négociation de sortie de la guerre du Vietnam, il y a un documentaire très très intéressant qui est paru il y a quelques années, où on voyait par quelles manœuvres les Américains et les Vietnamiens avaient réussi à se rapprocher jusqu'à parler en utilisant des Français comme intermédiaires. Pourquoi des Français? Parce qu'ils connaissaient des hauts fonctionnaires vietnamiens de l'époque de la colonisation et que ça permettait d'avoir des canaux purement informels de communication. Et le documentaire montre comment ces pré-négociations secrètes dans des villages de banlieue ont donné lieu après à des négociations dont la presse connaissait l'existence mais pas le contenu, puis des négociations publiques. Donc on voit cet acheminement vers la négociation. Et puis on va retrouver dans cette phase
à un degré extrême, ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'ambiguïté et l'ambivalence, parce que comme vous êtes encore dans un conflit extrêmement aigu, aussi bien dans vos attitudes que dans la réalité de l'affrontement, etc., vous ne pouvez pas faire de gestes qui puissent être compris comme des capitulations. Et donc, chaque chose que vous allez dire doit pouvoir être comprise aussi bien comme une parole neutre ou agressive dans le cadre du conflit, ou une invite qui ne sera entendue que si elle est saisie par l'autre, c'est-à-dire s'il est prêt à la saisir. Donc on est dans une de ces situations où pour que la rencontre puisse avoir lieu, on doit s'installer dans une forme de double langage qui permette de ne pas être engagé par les propositions qu'on fait, de manière à ce que selon que l'autre s'en saisisse ou pas, de toute façon l'outcome soit bon pour soi. Donc ici on est dans le comble de l'ambiguïté de la discussion. Est-ce que vous voyez déjà la différence avec les approches qu'on a vues l'autre fois, le modèle du marchandage de Raifa avec un enjeu ou deux enjeux? Il y a une différence d'échelle. Enfin, ça ne invalide pas ce qu'on a pu dire avant, mais là on se place en amont de comment est-ce que la situation de négociation qu'on a étudiée avant va se produire. Voilà, donc on est en amont, on est en dehors du cas de figure qui est couvert par la théorie du marchandage. Qu'est-ce qui différencie la situation du marchandage et la situation où on est dans ces conflits aigus, dans l'acheminement vers une solution négociée? Quelle est la différence la plus capitale? Je peux vous souffler un peu. Vous vous rappelez que la dernière fois, les concepts clés, c'était la valeur de réserve et le chevauchement entre les utilités espérées par les négociateurs et donc la plage de négociation. Où est-ce qu'elle est la plage de négociation dans les situations dont on parle là? Mais ce n'est pas qu'elle est cachée, c'est qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des solutions qui seraient jugées acceptables par l'un et l'ensemble des solutions qui seraient jugées acceptables par l'autre, il n'y a pas d'intersection entre les deux. C'est ça qui fait la différence avec ces situations de marchandage. C'est pour ça qu'on est dans un conflit extrêmement aigu, et c'est pour ça qu'engager la discussion est extrêmement difficile. C'est aussi pour ça qu'il faut faire des renoncements, parce qu'engager la négociation, par définition, vous savez que ça va vous emmener en dehors de la zone de ce qui pour l'instant vous paraît acceptable. Quand on est dans le conflit profond, ce qui est acceptable pour vous ne recoupe nulle part ce qui est acceptable pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et donc ça, c'est pas juste dire que l'espace des possibilités sur lesquelles on a négocié est en fait extrêmement complexe et il y a des endroits qu'on n'a pas fouillés, et tout ce travail de chercher les renoncements possibles, c'est chercher des régions où il peut y avoir un accord possible qu'on n'a pas vu jusque-là. Ou est-ce que c'est de dire, en fait, non, là, la différence c'est qu'on va détériorer ces situations. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est un travail de transformation de sa propre fonction d'utilité, si on veut dire ça avec ces mots-là. Ça n'est pas de découvrir des aspects qu'on ne voyait pas de sa fonction d'utilité, c'est de transformer sa propre fonction d'utilité. Par exemple, si vous êtes un mouvement de résistance nationale dont la raison d'être est le refus absolu de vivre sous la houlette d'un pouvoir impérial des voisins, eh bien, si vous vous trouvez à un moment donné obligé de négocier avec eux, vous savez que vous allez être obligé de renoncer à ce qui est pour vous absolument essentiel, ou en tout cas un élément qui pour vous est essentiel. Donc, c'est pour ça que Uri parle de négociation avec soi-même. C'est pas seulement lever des illusions ou c'est aussi modifier ses préférences, quoi. Alors ces préférences, c'est un mot un peu neutre, je l'utilise parce que c'est un vocabulaire qui vous est familier, mais c'est modifier ses exigences, c'est modifier ce qui vous tient à cœur, c'est modifier votre identité, donc c'est des transformations qui peuvent être considérables, qui sont en jeu. Donc ça peut être lent et c'est toujours difficile. Ouais. Il n'y a pas une dimension, savoir à quel point on transforme sa fonction par rapport à quel point celui d'en face doit être constant.
Quand on parlait la dernière fois de marchandage, on faisait un peu les concessions, on va dire. Savoir si nous on fait beaucoup de concessions, il y a un peu l'aspect distribution, de pas, essayer de garder aussi la part distributive, mais ne pas faire plus de concessions que l'autre. Oui, mais là, on n'est pas dans un cadre, là, on n'est pas encore dans un cadre de concession parce qu'il n'y a pas vraiment de comparabilité entre les deux points de vue. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on est dans un contexte de haine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre comme le vendeur et l'acheteur de la maison ou de la moto d'occasion. Chacun connaît le jeu, on peut se repérer dans un espace intellectuel qui fonctionne, etc. Quand vous êtes dans le cadre d'une lutte à mort, ce type de raisonnement mesuré, cette espèce de danse de la négociation, vous n'avez pas les repères pour la faire. Justement, on va voir que c'est ce que vont permettre les étapes suivantes de la négociation. Mais à ce stade, ça n'existe pas. C'est pas une danse de la négociation, mais disons qu'à partir du moment où on commence à se faire un travail sur soi-même pour changer sa fonctionnalité, on va forcément se poser la question de l'effort qu'on fait par rapport à l'effort que va faire l'autre. Ben, le problème, non, parce que, enfin, moi je pense moi je verrais pas les choses comme ça. Pour quelle raison? Parce que quand vous êtes dans une relation d'hostilité profonde, vos concessions vous paraissent toujours énormes et les positions de l'autre vous paraissent toujours abusives. Donc vous n'avez aucun moyen, vous n'avez pas du tout le recul qui vous permettrait de jauger une sorte d'harmonie ou d'équilibre entre les deux positions. Vous n'êtes pas en état de faire ça à ce stade-là. Et donc, toute concession vous paraît énorme. Et c'est pour ça que Fischer-Urey que Zartmann, et Berman parlent de renoncement. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter de lâcher de manière unilatérale certaines choses pour que ça puisse bouger. Et c'est ça qui rend ça extrêmement difficile. Parce que une fois que vous êtes dans une situation où vous lâchez, mais vous voyez que l'autre lâche, c'est moins compliqué. Mais quand vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que c'est vous qui lâchez et que l'autre va gagner, du coup, là, c'est très compliqué. Ok, donc on va avancer à l'étape suivante dans le modèle de la formule. Donc une fois que la négociation est engagée, là cette fois-ci les protagonistes se parlent et l'enjeu de leur discussion c'est d'aboutir à une perception et à une définition partagée du conflit qui pose les termes de la négociation et d'un accord éventuel. Et donc, en fait, c'est un recadrage, c'est l'idée de trouver une nouvelle structure cognitive qui va servir de référence dans la recherche de solutions et qui va apporter des critères de justice qui guideront la négociation. Dans l'étape antérieure, chacun des protagonistes a une vision du monde qui n'est pas compatible avec ce que veut l'autre et parfois même avec l'existence de l'autre. Dans les relations internationales, souvent, c'est même pas les exigences, c'est l'existence de l'autre qui n'est pas acceptée. Je pense par exemple à la Chine et Taïwan. Mais et donc, les protagonistes vont devoir essayer de reformuler le problème. Alors, l'exemple type qui est donné par Zartmann et Berman est celui de la neutralisation. Donc, imaginez un pays qui a agressé son voisin. Le voisin, pour défendre, a fait rentrer son armée sur un morceau de territoire du pays attaquant et occupe ce morceau de territoire du pays attaquant. Donc là, on est dans la situation type de guerre entre deux pays. Pour le pays qui avait attaqué mais qui est maintenant occupé, la situation est insupportable parce que sa souveraineté est violée et donc il est tout à fait inconcevable qu'une partie de son territoire soit appropriée par l'autre. Pour le pays qui a envahi le pays agresseur, il est hors de question de se retirer, puisque se retirer reviendrait à reconnaître finalement à l'autre le droit de l'agresser et à lui en rendre la possibilité technique, puisqu'on se trouverait ramené à la situation précédente.
Donc il y a c'est une situation qui est assez fréquente, hein. L'exemple type, c'est la guerre entre Israël et la Syrie, Israël et l'Égypte, etc. Dans les années 60 et 70, justement, on est dans ce cas-là. Donc, dans les termes qui sont posés au départ, un pays qui exige le retrait, l'autre pays qui veut annexer le territoire pour garantir sa sécurité, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de plage de négociation. Donc la recherche d'une formule, c'est la recherche d'un recadrage du problème qui va le rendre négociable. Dans la neutralisation, en quoi ça consiste? Eh bien, on va identifier les besoins de chacun des protagonistes. Le pays agresseur, lui, il a besoin de récupérer l'unité de son territoire. Et le pays qui était initialement agressé, mais qui maintenant occupe un bout de l'autre, lui, il a besoin de garantir sa sécurité. Et donc, une des manières de recadrer le problème, c'est de dire, voilà, il y en a un qui a droit à la sécurité, l'autre qui a droit à son territoire. Dans le conflit entre Israël et ses voisins, vous vous rappelez que le slogan, ça avait été, ou le mot d'ordre directeur, ça avait été la sécurité contre les territoires. Donc c'est vraiment l'exemple de formule de la neutralisation. Et les belligérants peuvent négocier ensemble et dire, OK, maintenant, si on veut se mettre d'accord, ça va être forcément sur quelque chose qui va consister à vous rendre votre territoire sous condition qu'il soit neutralisé militairement. Ça, c'est l'exemple du formule. On a recadré le problème. Le problème devient acceptable pour l'un et l'autre des belligérants dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne formule? C'est pas facile de faire ce recadrage, hein. Donc, en gros, ce qui fait une bonne formule, c'est d'abord, évidemment, il faut qu'elle englobe les points les plus importants des exigences des deux parties. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, si n'importe quelle formule qui ne garantit pas la sécurité du pays qui avait initialement été agressé n'a pas d'intérêt. 2, il faut qu'elle construise et qu'elle stabilise de manière claire, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment claire et stable pour créer un cadre de perception qui puisse être partagé. C'est-à-dire que chacun, quand il va rentrer dans sa capitale pour discuter avec les gens qui l'ont envoyé, puisse dire, voilà, on a reposé le problème de cette manière-là, et cette manière de poser le problème, désormais, ça peut être notre manière de poser le problème. En faisant ça, on a posé des référentiels de valeurs partagées, c'est-à-dire que dans cette nouvelle explicitation de la formule, les valeurs qui sont sur la table, c'est le degré de sécurité, le degré de souveraineté, et donc on recommence à avoir des métriques qui vont permettre de discuter entre les parties prenantes. Et puis, très important aussi, ce recadrage institue une idée de la justice. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance mutuelle de droits qui va nous guider en disant quels sont les types de solutions qui peuvent être justes ou pas. Et ça va nous guider dans la négociation. Je pense qu'on peut rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est une fois qu'il y a ce principe de justice partagée que ça devient possible d'établir une équivalence entre mes concessions et celles de l'autre. Hein, dans l'achat de la moto ou de la maison, si je suis capable de me dire, moi je fais une concession, l'autre fait une concession, c'est parce qu'on a une idée de justice qui est essayer de trouver un prix juste et avantageux pour les deux, parce qu'on a une métrique qui est celle du prix. Donc ça, c'est ce que la formule va essayer de poser dans les conflits difficiles. Et donc, une fois qu'on a ces éléments-là, eh bien, la formule va se montrer utile pour guider les négociateurs à chercher des solutions détaillées. Beaucoup reste encore à faire, hein, parce que dans l'exemple de la neutralisation, ok, on a le principe, je me retire du territoire sous condition qu'il soit neutralisé, mais il reste beaucoup de questions de détails à régler. Zartman et Berman utilisent un mot que je trouve amusant. Ils disent on reconnaît une bonne formule au fait qu'elle est irremplaçable. C'est-à-dire une fois qu'on l'a trouvée, elle acquiert une valeur d'évidence et les protagonistes s'y accrochent parce qu'elle est difficile à remplacer.
cette formule, elle va guider en apportant un levier à la fois pour la dimension intégrative de la négociation et pour la dimension distributive. Alors pour la dimension intégrative, ça va un peu de soi puisqu'elle propose une forme de solution au problème qui est en conflit qui pourrait résoudre les besoins des parties. Donc c'est difficile de faire plus intégratif que ça dans l'esprit. Et un des diplomates interrogés par les auteurs a une formule que je trouve tout à fait excellente de ce point de vue-là, qui consiste à dire, voilà, le meilleur négociateur, c'est pas essentiellement quelqu'un qui plaide pour son camp, simplement, un advocate. Le meilleur négociateur, c'est quelqu'un qui pourrait être le médiateur, c'est-à-dire qui est capable, dans sa tête, d'avoir une vue d'ensemble, si on lui demandait de le faire, mais qui est dans le rôle du négociateur et qui, dans le cadre de cette perception plus large, va défendre les intérêts de la partie prenante qui défend. Donc, il y a besoin d'avoir cette forme de vision intégrative et la formule, elle dépend de ça, puis elle le nourrit, elle le porte. Mais il faut aussi que la formule apporte un levier pour résoudre les problèmes distributifs. Et pour résoudre les problèmes distributifs, il faut avoir un principe directeur pour répondre à la question qu'est-ce qui serait juste que chacun obtienne. Et du coup, c'est à la fois un principe de justice et une métrique des enjeux qui vont permettre de régler les problèmes distributifs. Parce que tant que vous n'avez pas moyen de comparer les concessions de l'un ou de l'autre, ou ce qu'obtient l'un et l'autre, c'est très difficile de trouver une forme quelconque de justice. Et peut-être que je vais focaliser un peu sur cette idée de justice, parce qu'on la retrouve dans énormément de conflits, et notamment, c'est assez fondamental dans les conflits socio-politiques et environnementaux sur lesquels nous travaillons à longueur d'année. En effet, il y a plusieurs idées possibles qu'on peut se faire du juste traitement d'un problème conflictuel. Et les auteurs nous en proposent 5. Il y a d'abord une idée de justice basée sur les contenus, c'est-à-dire une solution juste, c'est une solution qui règle les attentes de chacun. La deuxième idée de justice, c'est une solution qui donne des outcomes égaux à chacun. Vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Pour une raison mystérieuse, ils appellent ça justice procédurale, je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est une égalité d'outcomes, une justice par l'égalité d'outcomes. Une troisième idée de la justice, c'est une justice de l'ordre de l'égalité des chances, c'est-à-dire équitable selon les mérites et les ressources. Chacun obtient en fonction de ce qu'il a apporté, de ses mérites, de ses ressources. Quatrième idée de justice, c'est une justice compensatoire, c'est-à-dire ce qui est juste, c'est ce qui donne plus à celui qui a le moins, c'est-à-dire qui compense le perdant. Et puis, la dernière notion de justice, c'est une justice qui enlève aux gagnants, c'est-à-dire qui diminue l'inégalité en enlevant aux gagnants. Quand vous lisez, par exemple, dans le champ de l'environnement, les écrits d'Hervé Kempf sur la pollution des riches, on est dans cette dernière idée de la justice, c'est-à-dire ce qui est insupportable, c'est que quelques-uns polluent beaucoup, même si, globalement, ce n'est pas ça qui fait les outcomes environnementaux, il y a là une injustice fondamentale dans le fait qu'ils polluent beaucoup. Donc, là, on touche quand même du doigt la difficulté de définir des formules, parce que trouver une forme de solution à un problème ultra conflictuel, les fameux Intractable Environmental Conflicts, ça suppose de trouver un terrain d'entente sur le choix des principes de justice. Vous trouvez des compromis sur les principes de justice, parce que ça va être nécessaire après pour établir des accords. Un des points de cette période, de la formule, c'est que, en fait, il y a un risque de confusion. Parfois, certaines des personnes perçoivent cette phase de manière erronée. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression
que les parties prenantes sont autour de la table de négociation, mais n'avancent pas. Ils font très peu de compromis, ils sont butés, bloqués sur des positions, etc. Et donc certains interprètent ça comme une négociation hyper dure dans laquelle chacun est bloqué au niveau des concessions. Et Zartman et Berman nous disent non, c'est pas ça qui est en train de se passer. S'ils n'avancent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de plage de négociation. Et donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas d'échanger des concessions, c'est de tâtonner à la recherche d'une possibilité de cadrage qui permettrait de changer le problème. Et donc, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic de ce qui est en train de se passer. Si ça bloque, si les négociations paraissent stériles en termes de concessions, c'est peut-être simplement qu'on est dans cette phase de tâtonnement. Il vaudrait mieux aider à ce tâtonnement-là que d'essayer de dire aux gens, allez-y, faites des concessions. C'est que pour l'instant, le problème est posé dans des conditions qui ne permettent pas de travailler utilement à des concessions. Pendant cette phase de la formule, ça va être la dernière slide sur cette phase-là, quelle est l'attitude à adopter? On est dans un état d'esprit très différent hein, de la phase antérieure qui a été marquée surtout par l'hostilité et une énorme difficulté de communication. Là, pour que ça avance, il faut avoir un état d'esprit ouvert, prendre du recul. Il faut se focaliser sur le problème à résoudre plutôt que sur les griefs et l'hostilité qu'on éprouve envers l'interlocuteur. Il ne faut pas se laisser décourager par les comportements inamicaux parce qu'il y a encore énormément de tensions. Donc si vous réagissez aux comportements inamicaux, vous courez un fort risque de repasser directement à la phase d'hostilité frontale. Et donc il faut être zen, un peu comme les diplomates de profession, hein, qui s'énervent jamais, sauf quand c'est le sketch qu'on leur a demandé de faire. Il ne faut jamais couper la communication, même quand ça n'avance pas. Sans ça, on risque de revenir en arrière. Et puis, il faut quand même anticiper un peu et réfléchir à ce qui va se passer dans le détail, parce que c'est une chose de mettre sur la table une solution générale, mais le risque qu'on court, c'est que ce nouveau cadrage vous emmène sur une pente qui soit mauvaise pour vous en termes distributifs au bout de la route. Donc, certes, la priorité est de trouver un recadrage où il y a des accords possibles, mais il ne faut quand même pas perdre de vue les détails qui vont faire que, après, ça peut vous emmener ou pas dans une pente qui est mauvaise pour vous du point de vue distributif. Voilà, donc là, c'est la deuxième étape de leur modèle, c'est cette étape de recadrage. Quelles remarques ça attire ou questions? Ouais. Et donc, dans ces différentes étapes, comment est-ce qu'elles discutent du point de vue des arènes formelles versus les arènes informelles de négociation? Est-ce que typiquement le tâtonnement se fait plus dans des cadres plus informels plutôt que des situations vraiment où on est en train de négocier une position pied à pied qui, elles, peuvent se faire facilement en public ou semi-public? Alors, le premier point, c'est que dans les négociations, il y a presque toujours, sinon toujours, des enceintes informelles. C'est-à-dire que même dans les négociations les plus formalisées, hein, je pense à la conférence des parties dans les conventions internationales, avec d'énormes assemblées plénières, etc. Même dans ces cas-là, une partie des problèmes de négociation se règle dans le couloir. Et cet aspect informel est même codifié. C'est-à-dire que la manière dont ça marche, c'est que si vous avez un texte de négociation et il y a un paragraphe sur lequel il y a une difficulté vraiment très forte, c'est-à-dire que dans l'assemblée plénière, les gens prennent des positions totalement incompatibles. Le président de la négociation va prendre des initiatives du genre créer un groupe de contact en demandant à une personnalité très expérimentée d'aller discuter avec 3 ou 4 des personnes qui ont pris les positions les plus opposées. On ne veut pas savoir comment ils discutent, où ils discutent, ils vont au restaurant, ils vont où ils veulent, ils se débrouillent comme ils veulent, et le lendemain, le surlendemain, si tout a bien marché, la personne qui était responsable du groupe de contact revient, si c'est fructueux, elle l'indique à la présidence de la conférence, la question est remise dans l'ordre de passage de la plénière,
Et cette fois-ci, on règle explicitement le problème en négociation publique. Et c'est assez drôle parce que moi, j'ai assisté à des séances où carrément la personne qui avait pris le groupe de contact était applaudie par tous les pays autour de la table pour avoir réussi à surmonter, en discutant, on ne savait pas comment, avec les parties les plus opposées pour régler ce problème. Donc même dans les phases formelles, il y a des moments informels. La grande différence dans ce modèle de la formule, c'est le passage de la période préliminaire dans laquelle il n'y a pas de négociation formelle, ou pratiquement pas, simplement des contacts éventuellement, à une période où cette fois-ci il y a des négociations formelles, mais bien sûr il y a en parallèle des négociations informelles. Et est-ce qu'on peut avoir une négociation formelle de cadrage? C'est ma question qui est, est-ce que c'est vraiment quelque chose... Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, par exemple, dans une situation internationale où il y a 2 pays qui sont belligérants et dans laquelle il y a 10 autres pays qui sont là pour aider. Hein, si on prend les groupes de contact actuels sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, hein, il y a des groupes de contact dans lesquels il y a plusieurs puissances qui viennent discuter autour de la table avec Russie et Ukraine, et eux proposent dans ce type de cadre des formulations qui peuvent être adoptées par les parties prenantes ou qui peuvent être difficiles à refuser par les parties prenantes. Donc oui, une partie de cette discussion, et une partie importante, peut avoir lieu en public, peut avoir lieu même dans la presse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un éditorial dans un journal international qui dise voilà l'état de la situation entre ces belligérants, voilà le type de solution vers lesquelles, historiquement, on constate qu'on s'est toujours acheminé. Il n'y en a pas 36, il y en a 3 ou 4 possibles. Donc de toute façon, il va bien falloir qu'ils se résolvent à accepter l'un ou l'autre de ces cadres de réflexion. Donc toute une partie de ces échanges peut être visible. De la même manière dans des conflits interpersonnels, hein, si vous êtes dans une situation où vous allez avoir des réunions avec des avocats, etc., qui peuvent très bien mettre sur la table des propositions de recadrage de la situation en vous disant, OK, voilà des recadrages possibles, on en discute pendant 1 heure, ensuite vous rentrez chez vous, vous réfléchissez et on se revoit la prochaine fois. Mais est-ce que la fois que celui qui est en position de faiblesse a l'assistant, parce qu'il a finalement un peu de plus, finalement, est-ce que ça n'a pas pour conséquence d'obliger, pour une asymétrie, celui qui est en position de force à négocier lui-même de son côté, faire cette négociation et après proposer. Qu'est-ce qui peut se passer dans un cadre comme ça? Oui, imaginez qu'entre les 2 belligérants, il y en ait un qui gagne à plat de couture et que l'autre soit complètement battu. La question qui se pose à celui qui a gagné, c'est jusqu'où je pousse mon avantage. Sachant que si je le pousse trop, ça peut être coûteux sur moi. Dans la comparaison que j'ai prise l'autre fois, si j'écrase le piéton qui force le passage au passage clouté, oui, j'aurais gagné 100-0, mais cette victoire, elle va me revenir en défaite 100-0, donc c'est pas formidable. Donc c'est l'exemple classique du traité de Versailles après la guerre de 14 qui est toujours évoqué sur cette idée-là. C'est-à-dire la question qui se pose à vous, c'est étant donné le rapport de force, quel est le type de sortie du rapport de force qui met l'autre dans un état qui pourrait se stabiliser dans le cadre d'une relation qui ne redeviendrait pas immédiatement conflictuelle. Et donc ça demande effectivement un travail unilatéral parce qu'il y a toujours cette tentation d'écraser l'autre. Si on n'est pas rationnel, si on se laisse porter par l'affect de l'affrontement ou par la logique de l'affrontement. Bon, bien sûr, si vous pouvez éradiquer l'autre, ça arrive qu'on le fasse, hein, dans des conflits entre entreprises ou des situations concurrentielles ou des situations militaires. Il arrive que l'éradication soit totale. Hein. C'est Carthage, rasé par Rome, disparaît de la carte géopolitique. Mais dans beaucoup de cas,
c'est pas comme ça que ça se termine parce que le coût de ça est trop important. Ouais. Cette recherche de la formule, elle doit passer justement, est-ce qu'il y a, vous parlez d'un intermédiaire, enfin quelqu'un qui recadre, il y a besoin d'un intermédiaire, ou est-ce que ça passe aussi par, enfin, en gros, quel serait le rôle d'un médiateur ou pas dans cette recherche Ben ça, on y reviendra demain. Le rôle principal du médiateur, c'est de faciliter la communication entre les parties prenantes. Et là, dans le fait de rechercher une formule, il y a forcément un besoin d'un intermédiaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez, vous, chercher avec l'autre en disant, voilà, ça fait 3 ans qu'on se base sur ce truc, de toute façon, on ne va pas s'en sortir. J'ai discuté avec des amis, j'ai lu un article dans un magazine, j'ai réfléchi de mon côté. Moi, j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. Finalement, c'est pas si important pour moi de... Et puis, on peut chercher en disant, mais en revanche, ça c'est vital pour moi, et donc comment on fait? Donc non, ça n'est pas quelque chose d'indispensable. Non, mais je voulais savoir, et dans le cas par exemple de Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas abouti à une formule? C'est, comment dire, on a abouti alors, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, on a abouti à une formule à la fin. Oui, mais c'était pas le résultat d'une négociation entre deux parties prenantes. Ah si, bien sûr. Mais donc ça, j'y reviendrai dans la prochaine séance. Parce que là, on est clairement dans le cas. Dans une prochaine séance, je vais revenir sur la question de l'intervention pour aider à régler les conflits. Et là, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une intervention de négociation absolument remarquable qui a permis de régler le conflit. Une fois que le cadre est posé par la formule, à ce moment-là, on va se retrouver ramené au problème précédent, c'est-à-dire à la théorie du marchandage. C'est-à-dire que puis on a recadré le problème d'une manière telle qu'il existe des zones d'accord possibles entre les parties prenantes, mais il reste une foule de logiques de détails à négocier. Et donc, dès que le cadrage est posé, on va embrayer à toute vitesse parce que chacun va se dire « Ouh là là, attends, mais dans ce cadre-là, moi j'ai besoin de ceci, je veux ça, attention, etc. » Par exemple, dans la neutralisation, qui est l'exemple qu'on avait pris sur l'exemple type de la formule, le pays à qui on garantit la neutralisation militaire, il va vouloir savoir qu'est-ce que ça veut dire la neutralisation militaire? Ça ne peut pas être 0 soldat, parce qu'il faut que l'autre pays puisse garantir un minimum de sécurité. L'Égypte, dans le Sinaï, elle ne peut pas avoir 0 militaire. Il faut bien qu'elle en ait suffisamment pour garantir un niveau de sécurité antérieur. Mais qu'est-ce qu'on leur laisse avoir comme matériel? Combien d'hommes? Situés où? Avec quelles règles d'engagement? Et puis on va poser la question, qui va vérifier? Comment? À quels intervalles? Dans quel cadre juridique? Vérifier si les engagements sont tenus. Le pays qui va récupérer son territoire, il va aussi y avoir des négociations de détail. Par exemple, on va s'apercevoir que la frontière passait au milieu d'un village qui avait été accaparé 80 ans avant par le pays à qui on va rendre le territoire, et on va essayer de lui dire, ben là, quand même, non, là, il y avait un problème. Et l'autre va dire, mais si, etc., etc. Donc, on va tomber tout de suite dans un énorme marchandage qui va, cette fois-ci, se passer un peu dans les termes qu'on avait vus l'autre fois. L'intérêt, c'est que les valeurs, les grandeurs qui sont en négociation ont été posées par l'étape précédente de la formule. Et donc là, on voit comment le marchandage qu'on a vu l'autre fois s'inscrit dans un processus plus large pour rendre négociable et pour créer des univers négociables. Pour resituer ça dans la réflexion antérieure du cours, en fait, ce que nous décrivent Zartmann et Berman, c'est le processus pour passer de l'affrontement à la négociation, pour engager la négociation et qu'elle puisse se dérouler. Donc, on va retenir comme point clé de la conclusion, que c'est une lecture qui va au-delà de la théorie du marchandage, qui est beaucoup plus large. 2, qu'on ne peut pas s'en tenir à des approches qui disent que les protagonistes
vont juste négocier ce qui leur paraît négociable. Il y a énormément de situations où il faut être prêt à aller au-delà de ce qu'on serait prêt à accepter au départ. 3, la nécessité de justice ressentie par les participants est un facteur clé pour arriver à résoudre les questions, y compris des questions extrêmement techniques. Et puis 4, il y a une dimension créative là-dedans, c'est-à-dire que la négociation n'est pas juste un ajustement dans un ordre des choses antérieur, mais elle va générer une nouvelle organisation, un nouvel ordre des choses. Hein, le marchandage simple, lui, il est simplement un ajustement qui ne change pas les règles ou qui ne change pas la situation fondamentale. Alors que là, la discussion sur la formule peut redéfinir assez profondément les situations, et c'est au sein de négociations de cette sorte qu'accouchent finalement les nouveaux systèmes. Hein, si on veut parler de transition ou autre, de vrais changements, ils passent souvent par ce genre de passage. Discussion finale. On voit bien la formule, comment elle permet d'opérer une reconfiguration de la rhétorique de chacun et de comment est-ce qu'on aborde la négociation. Mais est-ce que vous auriez un exemple de comment deux formules différentes, elles vont vraiment changer aussi ce sur quoi on est en train de négocier et les issues finales de la négociation, que c'est pas juste un objet de transition pour arriver à la négociation, mais aussi que ça inclut est-ce qu'on pourrait imaginer une situation où il y aurait deux formules qui seraient valables pour ouvrir la négociation et qui amèneraient des résultats très très différents? Oui, alors oui. Alors l'exemple, je peux prendre un exemple dans le champ de l'environnement. Dans le conflit entre agriculture et environnement, ce conflit a été frontal hein, pendant les années 70, 80, c'était très frontal. Et à un moment où le monde agricole a senti qu'il allait falloir qu'il trouve des terrains d'entente, je ne me rappelle plus des années exactes, mais c'était il y a une quinzaine d'années, la formule qui a été posée, c'est l'agriculture raisonnée. Donc le principe de l'agriculture raisonnée était le suivant: ne jamais polluer plus qu'il n'est nécessaire pour optimiser le revenu. Donc ça veut dire que le principe de justice, du point de vue du syndicalisme agricole, c'était il n'y a aucune justice à exiger une diminution de revenus des agriculteurs sur la base de l'environnement, mais il n'y a aucune justice non plus à utiliser des méthodes ou des techniques qui, à revenu égal, polluent plus qu'il n'est nécessaire. Et donc, à partir de cette formule, c'est cette formule qui a régi pendant plus de 10 ans toutes les relations, toutes les négociations de détail pour traiter les différents dossiers agriculture, environnement et en particulier pollution agricole, par exemple, pour amener des niveaux de fertilisation maximum, ou des choses de ce genre-là, avec des discussions de détail du genre, par exemple, est-ce qu'on doit garantir la production maximum sans polluer plus que nécessaire, ou est-ce qu'on doit garantir le revenu maximum qui n'est peut-être pas indexé sur la plus grande production, mais qui peut-être peut permettre des marges de manœuvre. Donc c'est ça la formule sur laquelle se sont basées les négociations pour régler les problèmes, éliminer les situations les plus problématiques, etc. Ensuite, sous le gouvernement, en tout cas sous la présidence de François Hollande, et donc avec M. Le Foll comme ministre de l'Agriculture, cette formule n'a plus convenu. Pourquoi? Parce que la pression du mouvement environnemental était trop forte, et donc l'idée que des gens puissent dire c'est pas grave de polluer parce que mon revenu le justifie, quelle que soit la pollution que ça génère, du moment qu'elle n'est pas indispensable, n'était plus un principe de justice acceptable. Et du coup, le principe qui a été mis sur la table, la formule qui a été mise sur la table, c'est l'agroécologie, qui consiste à dire on va continuer à faire de la production agricole, mais en s'appuyant le plus possible sur les fonctionnements des écosystèmes et dans des modes de production qui dégradent le moins possible les écosystèmes. Donc c'est une formule plus ouverte.
Et le ministère de l'Agriculture a renoncé explicitement à l'agriculture raisonnée en disant voilà, ça c'est ce qui nous a guidés jusqu'ici, maintenant c'est plus ça, maintenant ce qui va nous guider c'est l'agroécologie comme formule. Autre question? Dans ce cas, on fait une pause et puis après on redémarre avec